Bonjour et bienvenue dans Au cœur de la reconversion. Je suis votre coach Christelle et aujourd'hui, je voudrais commencer par une question très directe. Levez la main si vous avez déjà googlé comment savoir si on fait un burn-out à 2 heures du mat. Levez la main si vous avez déjà tapé suis-je dépressif dans votre moteur de recherche un dimanche soir ou encore comment démissionner sans prendre de risques. Si vous ne pouvez pas lever la main parce que vous m'écoutez en voiture, contentez-vous d'un petit sourire complice parce que vous n'êtes pas seul, vraiment pas. Hier, j'ai fait une petite expérience sociale. J'ai demandé à 20 personnes au hasard de mes rencontres comment vous sentez-vous au travail. 18 d'entre elles ont soupiré avant de répondre. Pas un petit soupir discret, hein. Non, un vrai soupir, profond, lourd, chargé de résignation. Ce soupir, mes amis, en dit plus long que tout les discours. Il raconte l'épuisement silencieux. Il raconte cette sensation d'être piégé. Il raconte cette petite voix intérieure qui murmure de plus en plus fort. Il doit bien y avoir autre chose. Alors aujourd'hui, je voudrais poser avec vous une question qui pourrait tout changer dans votre rapport au travail. Une question simple mais révolutionnaire. Et si votre mal-être au travail n'était pas un problème à résoudre, mais un message à décoder? Et si, au lieu d'essayer de faire taire cette petite voix qui vous dit que quelque chose ne va pas, vous l'écoutiez vraiment? Et si, au lieu de vous forcer à sourire tous les matins en vous répétant « Allez, courage, c'est pour payer les factures », vous preniez enfin au sérieux ce que votre corps et votre cœur essaient de vous dire depuis des mois, peut-être même des années. Parce que voyez-vous, dans notre société, on nous a appris que souffrir au travail était normal. On nous a dit que le travail, par définition, c'était pas fait pour être agréable, que c'était pour ça qu'on appelait ça travail et non loisir. Mais si je vous disais que c'est exactement le contraire, que votre mal-être au travail est en réalité le système d'alarme le plus sophistiqué qui soit, un GPS émotionnel qui essaie désespérément de vous indiquer la sortie d'autoroute de la souffrance quotidienne. Aujourd'hui, pendant ces 36-37 minutes que nous allons passer ensemble, je ne vais pas vous donner des solutions toutes faites. Je ne vais pas vous dire de démissionner demain matin. Ce que je vais faire, c'est vous aider à comprendre le langage secret de votre mal-être, à décoder les messages que votre corps, votre cœur et votre âme vous envoient chaque jour. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et préparez-vous à regarder votre mal-être professionnel sous un angle complètement nouveau. Un angle qui pourrait bien changer votre vie. Commençons par les faits. Les faits bruts, ceux que vous reconnaîtrez sans doute immédiatement. Le réveil difficile, les matins de semaine, vous savez ce moment où le réveil sonne et où votre premier réflexe n'est pas de vous étirer joyeusement en pensant à la belle journée qui vous attend. Non, votre premier réflexe, c'est cette boule au ventre, cette sensation de plomb qui s'installe dès que vous réalisez que c'est lundi ou mardi ou mercredi. Peu importe le jour en fait, dès que c'est un jour de travail. Cette fatigue qui arrive dès que vous pensez au bureau. Pas la fatigue normale après une longue journée. Non, cette fatigue-là, elle est différente. Elle arrive avant même que vous n'ayez commencé à travailler. Elle s'installe dès que vous visualisez votre bureau, vos collègues, votre chef. Une fatigue préventive en quelque sorte. Votre corps qui se met en mode économie d'énergie parce qu'il sait ce qui l'attend. L'envie de pleurer dans les embouteillages de retour. Ah, celle-là, elle est terrible. Vous êtes là dans votre voiture, coincé dans les bouchons et d'un coup, sans prévenir, les larmes montent. Pas parce qu'il y a des embouteillages, pas parce que vous êtes en retard, mais parce que vous réalisez que demain, il faudra refaire le même trajet vers le même endroit pour vivre la même journée. Ces maux de tête qui apparaissent mystérieusement au travail, vous ne les avez jamais le week-end, jamais en vacances, mais dès que vous passez la porte de votre entreprise, ils sont là, fidèles au poste, comme si votre cerveau protestait physiquement contre ce qu'on lui demande de faire. Et puis, il y a tous les autres signaux, cette tension dans les épaules qui ne part jamais complètement, ces troubles du sommeil les dimanches soirs, cette boule au ventre qui se forme chaque jour que votre téléphone professionnel sonne, cette irritabilité qui s'installe progressivement et qui déborde sur votre vie personnelle. Mais voici la révélation qui va peut-être vous surprendre, votre corps est plus intelligent que vous ne le pensez. Il détecte les environnements toxiques bien avant votre mental. Il sait reconnaître quand quelque chose ne va pas, même quand votre esprit rationnel essaie de vous convaincre du contraire. Votre corps, c'est un détecteur de fumée émotionnelle ultra sophistiqué. Il analyse en permanence votre environnement, vos interactions, vos émotions. Et quand il détecte un danger pour votre bien-être, il sonne l'alarme. Pas avec des mots, mais avec des symptômes. Cette migraine récurrente, c'est votre corps qui vous dit « Attention, cet environnement me fait du mal ». Cette fatigue chronique, c'est lui qui vous signale « Tu dépenses ton énergie pour quelque chose qui ne te nourrit pas ». Ces troubles digestifs qui apparaissent mystérieusement, votre ventre vous murmure
je n'arrive plus à digérer cette situation. Et le plus fort dans tout ça, c'est que nous, on fait quoi? On prend un cachet, on boit un café de plus, on se dit qu'on est fragile, qu'on devrait être plus résistant, qu'on devrait arrêter de se plaindre. Mais si, au lieu de faire taire nos signaux, on les écoutait, si, au lieu de les considérer comme des faiblesses, on les considérait comme des messages de notre sagesse intérieure. Je vais vous poser une question et j'aimerais que vous y réfléchissiez vraiment. Quand votre corps vous dit-il le plus clairement que quelque chose ne va pas? Est-ce le dimanche soir, quand l'angoisse du lundi matin commence à monter? Est-ce le matin, quand vous avez du mal à sortir du lit? Est-ce pendant vos pauses déj, quand vous vous retrouvez seul avec vos pensées? Identifiez ces moments, parce que c'est dans ce moment-là que votre vérité s'exprime le plus clairement. C'est là que votre corps vous parle le plus fort et c'est là qu'il faut commencer à l'écouter. Maintenant, parlons de quelque chose de plus insidieux. Ces petites phrases qu'on se répète comme des mantras de résignation, ces phrases qui nous empêchent d'écouter nos signaux, ces phrases qui normalisent notre souffrance. C'est normal, tout le monde était son travail. Ah, celle-là, elle est redoutable parce qu'elle semble logique. Autour de vous, effectivement, tout le monde se plaint de son travail. Alors forcément, vous vous dites que c'est comme ça, que c'est la règle du jeu, que souffrir au travail, c'est juste normal. Mais attendez une seconde. Si tout le monde autour de vous avait mal aux dents en permanence, est-ce que ça rendrait le mal de dents normal? Non. Ça voudrait dire qu'il y a un problème systémique avec les dents dans votre entourage. Eh bien, c'est pareil avec le travail. Au moins, j'ai un salaire. Cette phrase, elle me brise le cœur à chaque fois que je l'entends. Parce qu'elle révèle à quel point nous avons intériorisé l'idée que nous devons être reconnaissants de notre souffrance, que nous devons accepter d'être malheureux en échange d'un salaire. Comme si le fait d'être payé justifiait tout, même l'épuisement, même la perte de sens, même l'impression de gâcher sa vie. C'est temporaire, ça va passer. Alors là, l'espoir illusoire, cette croyance magique que les choses vont s'améliorer toutes seules, que votre chef toxique va soudainement devenir bienveillant, que votre travail répétitif va devenir passionnant, que l'entreprise va changer. Mais dites-moi, depuis combien de temps vous répétez-vous que c'est temporaire? 6 mois, 1 an, 5 ans? Je ne peux pas me plaindre. Cette phrase-là, elle est particulièrement perverse parce qu'elle vous culpabilise d'avoir des besoins. Elle vous fait croire que vos émotions ne sont pas légitimes, qu'il y a toujours pire ailleurs, que vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose d'important. On vous a appris que souffrir au travail était normal, c'est faux, complètement faux. Cette idée que le travail doit être pénible, qu'il doit être un sacrifice, qu'il doit vous épuiser pour avoir de la valeur, c'est une vraie construction sociale, une manipulation subtile qui sert les intérêts d'un système qui a besoin de votre résignation pour fonctionner. Pensez-y une seconde. Qui a intérêt à ce que vous acceptiez d'être malheureux au travail? Qui bénéficie de votre épuisement? Qui profite de votre peur de partir? La vérité, c'est qu'accepter la souffrance comme normale, c'est renoncer à votre droit au bien-être. C'est accepter de vivre une vie diminuée. C'est dire oui à l'idée que vous ne méritez pas mieux. Mais vous savez quoi? Vous méritez mieux. Vous méritez de vous lever le matin avec de l'énergie. Vous méritez de faire un travail qui a du sens pour vous. Vous méritez d'être respecté, valorisé, épanoui dans votre activité professionnelle. Et avant que vous me disiez « Oui, mais c'est utopique », laissez-moi vous poser cette question libératrice. Qui vous a dit que vous deviez accepter d'être malheureux 8 heures par jour? Qui vous a convaincu que c'était le prix à payer pour être un adulte responsable? Qui vous a fait croire que l'épanouissement professionnel était un luxe réservé à quelques privilégiés? Parce que la réalité, c'est que des millions de personnes dans le monde font un travail qui les nourrit, qui les épanouit, qui leur donne de l'énergie au lieu de les épuiser, qui leur permet de se lever le matin avec l'envie de contribuer à quelque chose de plus grand qu'elles. Ces personnes ne sont pas plus chanceuses que vous, elles ne sont pas nées avec un privilège particulier, elles ont juste refusé de normaliser leur mal-être, elles ont écouté leurs signaux, elles ont pris au sérieux leur droit au bonheur professionnel. Et ça, mes amis, ça commence par arrêter de se répéter ces phrases toxiques qui normalisent votre souffrance. Ça commence par reconnaître que votre mal-être n'est pas normal, qu'il n'est pas inévitable et qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Maintenant que nous avons identifié que votre mal-être n'est pas normal, qu'il essaie de vous parler, plongeons plus profondément dans ce qu'il essaie de vous dire, parce que tous les mal-être professionnels ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas tous la même origine et surtout, ils n'appellent pas tous la même réponse. J'ai identifié 3
types de mal-être professionnel et comprendre dans lequel vous vous situez va complètement changer votre approche. Le premier type, le mal-être situationnel. Imaginez que vous aimiez fondamentalement votre métier, que votre entreprise soit globalement correcte, mais qu'il y ait ce collègue, vous savez, celui qui rend vos journées infernales, ou ce projet particulièrement stressant qui vous épuise depuis des mois, ou encore cette période de réorganisation qui a mis toute l'équipe sous pression. Le mal-être situationnel, c'est quand le problème vient d'un élément spécifique et identifiable de votre environnement de travail. C'est temporaire, c'est circonscrit et surtout, c'est réparable sans avoir à tout chambouler dans votre vie. Les signaux du mal-être situationnel, vous avez encore de l'énergie pour votre travail quand l'élément problématique n'est pas présent. Vous vous sentez mieux le vendredi soir, mais vous appréhendez le lundi matin à cause de cette situation précise. Vous arrivez encore à identifier ce qui vous plaît dans votre travail, même si c'est parfois difficile à voir à travers le brouillard du problème immédiat. La bonne nouvelle avec ce type de mal-être, c'est qu'il se règle souvent avec des ajustements. Une conversation franche avec votre manager, un changement d'équipe, une réorganisation de vos missions. Parfois, il suffit de poser les bonnes limites ou de développer de nouvelles compétences relationnelles. Le deuxième type, le mal-être structurel. Ici, on monte d'un cran. Le mal-être structurel, c'est quand ce n'est plus un élément isolé qui pose problème, mais l'environnement dans son ensemble. L'entreprise ne vous convient plus, ses valeurs ne correspondent plus aux vôtres, sa culture vous épuise, ses méthodes vous révoltent. Peut-être que vous aimez encore votre métier, mais dans cette entreprise-là, il devient impossible à exercer correctement. Ou alors, c'est tout le secteur qui ne vous convient plus. Ces codes, ces pratiques, cette façon de concevoir le travail qui ne résonne plus avec qui vous êtes devenu. Les signaux du mal-être structurel. Vous vous surprenez à critiquer régulièrement l'organisation de votre entreprise. Vous avez l'impression que vos valeurs sont bafouées quotidiennement. Vous regardez les offres d'emploi, mais dans le même secteur. Vous vous dites souvent, si je pouvais faire le même travail, mais ailleurs. Ce type de mal-être nécessite un changement d'environnement, mais pas nécessairement un changement radical de métier. C'est plus profond que le mal-être situationnel, mais c'est encore réparable sans remettre en question toute votre identité professionnelle. Et puis, il y a le troisième type, le plus profond, le plus bouleversant aussi, mais paradoxalement le plus libérateur. Le mal-être existentiel, c'est quand ce n'est plus l'entreprise ou l'environnement qui pose problème, c'est le métier lui-même. C'est votre activité professionnelle qui ne fait plus sens. Vous vous levez le matin et vous vous demandez à quoi ça sert ce que je fais. Vous avez l'impression de passer à côté de votre vie, de gâcher votre potentiel, de contribuer à quelque chose qui ne vous ressemble pas, qui ne vous nourrit pas, qui ne correspond pas à vos aspirations profondes. Les signaux du mal-être existentiel, cette question qui revient en boucle. Ce n'est que ça, ma vie, cette sensation d'être un imposteur dans votre propre existence professionnelle, cette envie profonde de tout plaquer, même si vous ne savez pas pourquoi, cette impression que vos journées se ressemblent toutes et qu'elles ne vous rapprochent de rien qui ait vraiment du sens pour vous. Ce type de mal-être, c'est le plus déstabilisant parce qu'il remet en question tout votre parcours, toutes ces années d'études, d'expérience, de construction d'une expertise. Il vous force à regarder en face cette vérité parfois douloureuse. Vous vous êtes peut-être trompé de voie. Mais c'est aussi le mal-être le plus transformateur, parce qu'il vous invite à une reconversion complète, à redéfinir qui vous êtes professionnellement, à aligner enfin votre travail avec vos valeurs profondes, avec vos talents naturels, votre vision de la contribution que vous voulez apporter au monde. Alors, dans quelle catégorie vous situez-vous aujourd'hui? Prenez un moment pour y réfléchir vraiment, parce que la réponse va déterminer votre plan d'action. Si vous êtes dans le mal-être situationnel, vous n'avez peut-être besoin que de quelques ajustements pour retrouver votre équilibre. Si vous êtes dans le mal-être structurel, il est temps de chercher un nouvel environnement. Et si vous êtes dans le mal-être existentiel, il est peut-être temps d'envisager une reconversion complète. Il n'y a pas de bon ou de mauvais type de mal-être. Il y a juste des signaux différents qui appellent des réponses différentes. L'important, c'est d'être honnête avec vous-même sur ce que vous ressentez vraiment. Maintenant, vous vous demandez peut-être si ces signaux sont clairs, si mon corps me parle distinctement. Pourquoi est-ce que je les ignore depuis si longtemps? C'est une excellente question et la réponse va peut-être vous surprendre par sa simplicité et par sa vérité. Nous ignorons nos signaux parce que la peur de l'inconnu est plus forte que la souffrance connue. Écoutez ça, encore une fois. La peur de l'inconnu est plus forte
que la souffrance connue. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Mais c'est profondément humain. Nous préférons rester dans une situation qui nous fait souffrir, mais que nous connaissons, plutôt que de prendre le risque de l'inconnu, même si cet inconnu pourrait nous apporter le bonheur. Votre mal-être actuel, aussi difficile soit-il, est prévisible. Vous savez à quoi vous attendre. Vous connaissez les règles du jeu. Vous avez développé des stratégies de survie. C'est douloureux, mais c'est familier. L'inconnu, lui, fait peur. Changer de travail, c'est prendre le risque de se tromper. C'est accepter de ne pas savoir à l'avance si ça va fonctionner. C'est sortir de sa zone de confort. Cette zone où l'on souffre, certes, mais où on sait comment souffrir. Et puis, il y a la pression sociale et la pression familiale. Cette voix de votre entourage qui vous répète « t'as de la chance d'avoir un travail stable. À ton âge, on ne change plus de carrière. Et tes responsabilités financières. Tu ne peux pas prendre des risques avec des enfants. » Ces voix, souvent bien intentionnées, créent une prison dorée autour de votre mal-être. Elles vous font culpabiliser d'avoir envie de quelque chose de différent. Elles vous rappellent constamment tout ce que vous pourriez perdre, mais jamais tout ce que vous pourriez gagner. Il y a aussi cette situation tenace, que ça va s'arranger tout seul, que votre chef va partir, que l'entreprise va changer, que vous allez vous y habituer, que votre passion va revenir, cette croyance magique, que le temps va résoudre ce que vous n'osez plus affronter. Mais le temps, mes amis, ne résout rien du tout. Il ne fait que nous habituer à notre malheur. Il transforme nos espoirs en résignation. Il nous fait accepter comme normal ce qui ne devrait jamais l'être. Et puis il y a la culpabilité de ne jamais être reconnaissant. Cette petite voix intérieure qui vous dit « arrête de te plaindre ». Il y a pire que toi, tu devrais être content de ce que tu as. Cette culpabilité qui transforme votre légitime besoin d'épanouissement en caprice d'enfant gâté. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vouloir être heureux au travail, ce n'est pas être capricieux, c'est être humain. Vouloir que vos journées aient du sens, ce n'est pas être exigeant, c'est être vivant. Je vais vous donner une métaphore qui résume tout ça. C'est comme rester dans une maison qui brûle parce qu'on a peur qu'il pleuve dehors. La pluie, c'est l'incertitude de ce qui nous attend si on change. Le feu, c'est notre mal-être actuel qui nous consume lentement, mais sûrement. Et nous, on préfère brûler lentement plutôt que de risquer de se mouiller. On préfère la certitude de la souffrance à l'incertitude du possible bonheur. Mais voici la révélation importante que je veux partager avec vous. Ignorer vos signaux ne les fait pas disparaître. Ça les transforme en symptômes encore plus graves. Ce mal de dos chronique que vous attribuez à votre mauvaise chaise de bureau, et si c'était vos épaules qui portaient le poids de votre résignation, ces troubles du sommeil que vous mettez sur le compte du stress, et si c'était votre âme qui refuse de se reposer dans une vie qui ne lui convenait pas, cette irritabilité grandissante qui affecte vos relations personnelles, et si c'était votre cœur qui déborde de toute la frustration que vous accumulez au travail. Vos signaux, quand vous les ignorez, ne partent pas en vacances, ils se transforment, ils s'intensifient, ils trouvent d'autres moyens de se faire entendre. Et plus vous attendez pour les écouter, plus le message devient fort, plus les symptômes deviennent envahissants. Alors oui, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de résister, c'est normal de chercher 1000 excuses pour ne pas bouger. Mais ce n'est pas parce que c'est normal que c'est la bonne stratégie. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Parce que vos signaux, ils ne sont pas là pour vous embêter. Ils ne sont pas là pour vous compliquer la vie. Ils sont là pour vous sauver, pour vous guider vers quelque chose de meilleur. Chaque signal a son langage, chaque symptôme a son message. Et une fois que vous comprenez ce langage, votre mal-être devient votre boussole vers l'épanouissement. La fatigue chronique vous dit « tu dépenses ton énergie pour quelque chose qui ne te nourrit pas ». Cette fatigue qui ne part jamais, même après une bonne nuit de sommeil, cette sensation d'être vidé avant même d'avoir commencé. Elle ne vous dit pas que vous êtes faible, elle vous dit que vous êtes en train de vous vider dans quelque chose qui ne vous remplit pas. Pensez à la différence entre la fatigue après une journée passée à faire quelque chose que vous aimez et la fatigue après une journée passée à faire quelque chose qui vous ennuie. Dans le premier cas, vous êtes fatigué mais satisfait. Dans le second, vous êtes épuisé et vide. Votre fatigue chronique, c'est votre corps qui vous dit « cette activité ne me donne pas d'énergie, elle m'en prend et je n'arrive plus à compenser ». L'irritabilité vous dit « tes valeurs sont bafouées quotidiennement ». Cette colère qui monte de plus en plus facilement, cette patience qui diminue, cette tendance à vous emporter pour des détails. Ce n'est pas parce que vous devenez désagréable, c'est parce que votre système de valeurs est sous tension constante. Quand vous devez faire des choses qui vont à l'encontre de ce en quoi vous croyez profondément, votre âme se rebelle. Elle vous envoie des signaux de colère pour vous dire « stop ». Ce qu'on me demande de faire ne correspond pas à qui
je suis. Cette irritabilité, c'est votre intégrité qui se défend, c'est votre authenticité qui refuse de se taire. L'ennui profond vous dit ton potentiel s'atrophie. Cet ennui qui va au-delà de la simple routine, cette sensation de tourner en rond, cette impression que vos journées se ressemblent toutes, qu'elles ne vous mènent nulle part. Ce n'est pas de la paresse, c'est votre potentiel qui réclame de s'exprimer. Vous avez des talents, des capacités, des idées qui demandent à sortir et votre travail actuel ne leur laisse pas de place. Alors, votre âme s'ennuie. Elle vous dit « j'ai tellement plus à offrir ». Laissez-moi m'exprimer. L'ennui profond, c'est le cri de votre créativité étouffée, c'est l'appel de votre potentiel inexploité. Le sentiment d'inutilité vous dit « tu as besoin de donner du sens à ton travail ». Cette question qui revient sans cesse « à quoi ça sert ce que je fais ?» Cette impression de contribuer à quelque chose d'insignifiant, cette sensation que votre travail pourrait disparaître demain sans que ça change quoi que ce soit au monde. Ce sentiment, il vous révèle quelque chose de fondamental sur vous. Vous avez besoin que votre travail ait du sens. Vous avez besoin de sentir que ce que vous faites contribue à quelque chose de plus grand que vous. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe de maturité. C'est votre âme qui réclame de l'impact, qui veut laisser une trace positive dans le monde. L'anxiété du dimanche soir vous dit « tu redoutes ta propre vie ». Ah, celle-là, elle est terrible. Cette boule au ventre qui arrive tous les dimanches soirs, cette appréhension qui grandit à mesure que le lundi matin approche, cette sensation que le week-end passe trop vite et que la semaine est interminable. Cette anxiété, elle vous révèle quelque chose de bouleversant. Vous avez peur de votre propre vie, vous redoutez de vivre vos propres journées, vous appréhendez d'être vous-même dans votre environnement professionnel. C'est le signal le plus urgent de tous, parce qu'il vous dit que vous êtes en train de passer à côté de votre existence, que vous vivez une vie qui ne vous appartient pas vraiment. Maintenant, faisons un exercice pratique ensemble. Je veux que vous identifiez votre signal principal, celui qui résonne le plus fort en vous en ce moment. Cette fatigue, cette irritabilité, cet ennui, ce sentiment d'inutilité, cette anxiété du dimanche soir. Une fois que vous l'avez identifié, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire exactement? Ne cherchez pas une réponse compliquée. La première chose qui vous vient à l'esprit est souvent la bonne. Votre intuition, elle, sait déjà. Elle attend juste que vous l'écoutiez. Peut-être que votre fatigue vous dit « j'ai besoin de faire quelque chose qui me passionne vraiment ». Peut-être que votre irritabilité vous dit « j'ai besoin de travailler dans un environnement qui respecte mes valeurs ». Peut-être que votre ennui vous dit « j'ai besoin d'un défi à ma hauteur ». Et voici la révélation clé que je veux partager avec vous. Vos signaux contiennent la carte vers votre épanouissement. Ils ne vous disent pas seulement ce qui ne va pas, ils vous indiquent aussi ce dont vous avez besoin. Votre mal-être, c'est votre GPS intérieur qui vous dit « tu n'es pas sur le bon chemin, mais je connais la direction à prendre ». Maintenant, j'imagine que vous vous dites « ok, je comprends que mes signaux essaient de me parler, mais concrètement, comment je fais pour les écouter sans tomber dans la panique? Comment je fais pour ne pas démissionner demain matin sur un coup de tête ?» Excellente question, parce qu'écouter ces signaux, ce n'est pas réagir impulsivement à chaque émotion, c'est développer une relation mature et réfléchie avec son mal-être. Je vais vous présenter la méthode en 4 étapes que j'appelle l'art d'écouter sans paniquer. La première étape, accueillir. Je reconnais que je souffre. C'est l'étape la plus difficile, mais c'est la fondation de tout le reste. Arrêtez de minimiser, arrêtez de relativiser, arrêtez de vous dire que ça pourrait être pire. Regardez votre mal-être en face et dites-vous simplement « je reconnais que je souffre et cette souffrance est réelle ». Pas besoin d'en faire des tonnes, pas besoin de dramatiser non plus, juste reconnaître simplement que ce que vous ressentez est légitime et mérite d'être pris au sérieux. Cette étape, elle va peut-être vous faire pleurer, c'est normal, c'est même sain, parce que ça fait peut-être des années que vous retenez ces larmes quand vous vous interdisez de reconnaître votre souffrance. La seconde étape, investiguer. Qu'est-ce qui me fait exactement souffrir? Maintenant que vous avez reconnu votre souffrance, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut la détailler. Ne vous contentez pas d'un « je déteste mon travail ». Creusez. Qu'est-ce que vous détestez exactement? Les tâches, l'ambiance, le manque de reconnaissance, l'absence de perspective d'évolution, le sentiment d'inutilité. Ne vous contentez pas d'un « je suis fatigué ». Interrogez cette fatigue. C'est une fatigue physique, émotionnelle, intellectuelle. Elle arrive à quel moment? Elle s'améliore dans quelles circonstances? Cette étape d'investigation, c'est comme devenir le détective de votre propre mal-être. Plus vous serez précis dans l'identification du problème, plus vous serez efficace dans la recherche de solutions. La troisième étape, honorer. Cette souffrance, elle est légitime et elle est utile. Voici quelque chose de révolutionnaire. Remerciez votre mal-être. Oui, vous avez bien entendu,
remerciez-le. Dites-vous merci à cette souffrance de m'alerter. Merci à elle de me dire que quelque chose ne va pas. Merci à elle de m'empêcher de m'installer définitivement dans une situation qui ne me convient pas. Votre mal-être, c'est votre système immunitaire émotionnel. Il vous protège. Il vous empêche de vous perdre complètement. Il maintient vivant en vous l'aspiration à quelque chose de mieux. Honorer votre souffrance, ce n'est pas la cultiver ou s'y complaire. C'est reconnaître qu'elle a une fonction positive dans votre vie. La quatrième étape, explorer. Comment puis-je répondre à ce besoin? Maintenant que vous avez accueilli, investigué et honoré votre mal-être, il est temps d'explorer les réponses possibles. Et attention, je dis bien explorer, pas décider définitivement. Si votre investigation vous a révélé que vous souffrez de manque de créativité dans votre travail, comment pourriez-vous réintroduire de la créativité? Ça pourrait être en négociant de nouvelles missions, ça pourrait être en développant un projet personnel à côté, ça pourrait être en changeant de poste dans la même entreprise, ça pourrait être en changeant complètement de métier. L'important, c'est d'explorer, de générer des options, de vous donner des perspectives, de vous donner de la perspective. Et voici un conseil pratique crucial. Commencez par 10 minutes d'écoute par jour, pas par une démission. Chaque jour, accordez-vous 10 minutes pour appliquer ces 4 étapes. 10 minutes pour faire le point avec vous-même. 10 minutes pour écouter ce que vos signaux essaient de vous dire aujourd'hui. Pas plus au début, parce que l'écoute de soi, ça s'apprend progressivement. Ça se développe comme un muscle. Si vous essayez d'en faire trop d'un coup, vous risquez de vous faire peur et de refermer la porte. Surtout, rappelez-vous ceci. Écouter ne signifie pas agir immédiatement. C'est d'abord comprendre. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision radicale dès que vous comprenez ce qui ne va pas. Vous avez le droit de prendre le temps d'explorer vos options, de préparer votre transition. L'urgence, ce n'est pas de changer immédiatement. L'urgence, c'est d'arrêter d'ignorer ce que vous ressentez vraiment. Maintenant, soyons honnêtes. Même quand on comprend l'importance d'écouter ces signaux, même quand on a une méthode pour le faire, il y a encore ces petites voix dans notre tête, ces excuses qu'on se donne pour justifier pourquoi on ne peut pas bouger, pourquoi notre situation est différente, pourquoi ça ne marchera jamais. Je les connais bien, ces excuses, parce que je les ai entendues des centaines de fois. Et vous savez quoi? Je les ai moi-même utilisées. Alors, parlons-en avec bienveillance, mais aussi avec lucidité. Je n'ai pas le choix. Alors là, la grande favorite, je n'ai pas le choix, cette phrase qui semble clore définitivement toute discussion, qui transforme votre situation en fatalité immuable. Mais attendez une seconde, vraiment, vous n'avez aucun choix? Aucun? Ou est-ce que vous n'avez pas les choix que vous aimeriez avoir? Parce que ne pas avoir le choix, ça voudrait dire que quelqu'un vous force physiquement à aller travailler tous les matins, que vous êtes prisonnier, que votre vie ne vous appartient pas. La vérité, c'est que vous avez des choix. Ils ne sont peut-être pas faciles. Ils impliquent peut-être des sacrifices. Ils demandent peut-être du courage. Mais vous avez des choix. Vous avez le choix de rester ou de partir. Vous avez le choix de vous former à autre chose. Vous avez le choix de réduire vos dépenses pour gagner en liberté. Vous avez le choix de chercher du soutien. Vous avez le choix de commencer petit à préparer votre transition. Dire « je n'ai pas le choix », c'est se déresponsabiliser. C'est préférable de dire « j'ai des choix, mais ils me font peur » ou « j'ai des choix, mais je ne suis pas prêt à en assumer les conséquences ». C'est temporaire. Celui-là, je l'ai déjà mentionné, mais elle mérite qu'on s'y attarde parce qu'elle est particulièrement pernicieuse. C'est temporaire, ça va passer. Dans quelques mois, quand le projet sera terminé, quand mon chef partira, quand l'entreprise ira mieux. Mais dites-moi, depuis combien de temps vous vous répétez que c'est temporaire? Depuis combien de temps vous attendez que ça passe? Et même si c'était vraiment temporaire, est-ce que ça justifie de souffrir en attendant? Est-ce que ça justifie de mettre votre bien-être en pause? Le temps, mes amis, c'est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer. Chaque jour que vous passez à attendre que ça s'améliore, c'est un jour de moins pour construire quelque chose qui vous ressemble vraiment. Il faut bien payer les factures. L'argument financier, le grand classique. Et je ne vais pas vous mentir, il est complètement légitime. Nous avons tous des responsabilités financières, des factures à payer, des êtres à charge, des engagements à honorer. Mais la question n'est pas « est-ce que j'ai besoin de revenus ?» La question est « est-ce que je ne peux générer ces revenus qu'en restant dans cette situation qui me détruit ?» Il y a 1000 façons de gagner sa vie. Peut-être pas toutes immédiatement accessibles, peut-être pas toutes aussi confortables que votre situation actuelle, mais elles existent. Et puis, il y a une question plus profonde. Quel est le vrai coût
de l'inaction. Parce que votre mal-être au travail a un coût sur votre santé qui va générer des frais médicaux, un coût sur vos relations qui va impacter votre qualité de vie, un coût sur votre estime de vous-même qui va limiter vos opportunités futures. Parfois, le coût de rester est bien plus élevé que le coût de partir. Ah, l'âge, cette excuse qui nous limite plus que les autres ne nous limite. À mon âge, on ne change plus de carrière. À mon âge, qui voudra bien m'embaucher? À mon âge, je ne peux plus me permettre de prendre des risques. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement à votre âge? Vous avez 35, 45, 55 et alors? L'espérance de vie moyenne en France aujourd'hui, c'est plus de 80 ans. Si vous avez 45 ans, il vous reste statistiquement 35 années de vie active potentielle. 35 ans, c'est plus que toute la carrière que vous avez déjà eue. Et l'expérience, les compétences, la maturité que vous avez acquise, ce ne sont pas des handicaps, ce sont des atouts énormes pour réussir votre transition. Avec ma formation, je ne peux faire que ça. J'ai fait 5 ans d'études pour devenir ingénieur. Je ne peux pas tout abandonner. Je n'ai pas le bon diplôme pour faire ce qui me plaît. Votre formation, c'est un point de départ, pas une prison à vie. C'est un outil dans votre boîte à outils, pas la définition de qui vous êtes. Et puis, nous vivons dans une époque où les compétences s'apprennent plus facilement que jamais, où les formations se démocratisent, où l'expérience compte parfois plus que les diplômes. Votre formation vous a appris à apprendre, elle vous a donné une méthode de travail, elle vous a développé des capacités d'analyse. Tout ça, c'est transférable. La vérité sur les excuses. Voici la vérité que je veux partager avec vous. Chaque excuse cache une peur et chaque peur peut être apprivoisée. Je n'ai pas le choix cache la peur de la responsabilité. C'est temporaire cache la peur du changement. Il faut payer les factures cache la peur de l'insécurité financière. À mon âge cache la peur du jugement. Avec ma formation cache la peur de l'échec. Et c'est normal d'avoir peur, c'est humain et c'est même extrêmement sain. Mais la question que je veux vous poser, c'est quelle est l'excuse que vous utilisez le plus souvent? Celle qui revient systématiquement quand vous pensez à changer quelque chose. Identifiez-la et demandez-vous quelle peur se cache derrière. Parce qu'une fois que vous aurez identifié la peur, vous pourrez commencer à la regarder en face, à la comprendre, à l'apprivoiser et peut-être progressivement à la dépasser. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de plus sombre mais de nécessaire. Le coût de continuer à ignorer vos signaux. Parce que rester dans le déni, ce n'est pas sans conséquence. Je ne vais pas vous faire peur, je ne vais pas dramatiser, je vais être honnête avec vous sur ce qui vous attend si vous continuez à faire comme si tout allait bien. L'impact sur votre santé physique et sur votre santé mentale. D'abord, parlons de votre corps. Ce corps qui vous envoie des signaux depuis des mois, peut-être même des années. Ces maux de tête, cette fatigue, ces troubles du sommeil, cette tension dans les épaules. Si vous continuez à les ignorer, ils ne vont pas disparaître comme par magie. Ils vont s'installer, se chroniciser, s'aggraver. Le stress chronique au travail, c'est documenté scientifiquement, ça augmente les risques cardiovasculaires, ça affaiblit votre système immunitaire, ça peut déclencher ou aggraver des dépressions. Je ne dis pas ça pour vous angoisser, je dis ça pour que vous compreniez que votre mal-être au travail, ce n'est pas juste un problème psychologique, c'est un problème de santé publique. Et votre santé mentale, cette irritabilité croissante, cette perte de confiance en vous, cette sensation de vide existentiel, si vous n'y répondez pas, elles vont grandir, s'installer. Peut-être un jour nécessiter un accompagnement médical qui aurait pu être évité. L'effet sur vos relations personnelles. Votre mal-être professionnel ne reste pas au bureau. Il rentre avec vous le soir. Il s'invite à votre table. Il pollue vos week-ends. Il tend vos relations. Cette irritabilité que vous ressentez au travail, elle déborde sur votre conjoint, vos enfants, vos amis. Cette fatigue émotionnelle, elle vous rend moins disponible pour ceux que vous aimez. Et le plus triste, c'est que souvent vos proches payent le prix de votre mal-être professionnel sans en être responsable. Ils subissent votre stress, votre fatigue, votre humeur sans pouvoir vraiment vous aider. Combien de couples j'ai vu se dégrader parce que l'un des deux était malheureux au travail et que ça emprisonnait leur relation? Combien de parents j'ai rencontrés qui regrettaient d'avoir été moins patients, moins présents avec leurs enfants à cause de leur épuisement professionnel? La perte de confiance en soi progressive. Et puis il y a quelque chose de plus subtil, mais peut-être de plus grave encore, l'érosion de votre confiance en vous. Quand vous passez vos journées dans un environnement qui ne vous convient pas, à faire des choses qui ne vous nourrissent pas, votre estime de vous s'effrite progressivement, insidieusement. Vous commencez à douter de vos capacités, à remettre en question vos talents, à croire que vous n'êtes bon à rien d'autre, que vous n'avez
pas d'autre option. Cette perte de confiance, elle devient auto-réalisatrice. Plus vous doutez de vous, moins vous osez prendre des risques. Moins vous osez prendre des risques, plus vous restez coincé dans votre situation. Plus vous restez coincé, plus vous doutez de vous. C'est un cercle vicieux terrible qui peut durer des années et des années. Les années perdues dans l'insatisfaction. Et enfin, il y a le coup le plus irréversible de tous, le temps. Chaque année que vous passez dans un travail qui ne vous convient pas, c'est une année de moins pour construire quelque chose qui vous ressemble vraiment. Une année de moins pour développer vos vrais talents. Une année de moins pour avoir l'impact que vous aimeriez avoir sur le monde. Je mets perdu entre guillemets parce qu'aucune expérience n'est vraiment perdue. Vous apprenez toujours quelque chose, même de vos erreurs, même de vos souffrances. Mais il y a une différence entre apprendre en avançant vers vos objectifs et apprendre en piétinant dans une situation qui ne vous convient pas. Une question de perspective temporelle. Alors je vais vous poser une question qui peut tout changer. Une question que j'aimerais que vous vous posiez sérieusement. Dans 10 ans, que regretterez-vous le plus? D'avoir pris des risques pour changer votre situation ou de ne pas en avoir pris? Dans 10 ans, quand vous repenserez à cette période de votre vie, qu'est-ce qui vous fera le plus mal? Les difficultés que vous aurez surmontées pour construire une vie professionnelle qui vous ressemble ou les années passées à subir une situation qui vous détruisait petit à petit? Le regret des actions non entreprises est souvent plus douloureux que le regret des échecs parce qu'au moins quand on échoue, on sait qu'on a essayé, qu'on a eu le courage d'agir. Mais le regret de ne pas avoir essayé, lui, peut nous hanter très très longtemps. Nous arrivons au terme de ce voyage ensemble et j'aimerais conclure par quelque chose de doux, de bienveillant et de profondément humain. Votre mal-être au travail n'est pas une fatalité, ce n'est pas une faiblesse, c'est quelque chose dont vous devriez avoir honte. C'est une information, la plus précieuse des informations même. C'est votre sagesse intérieure qui vous dit « tu mérites mieux ». Nous méritons mieux. Et cette information, elle vous appartient. Personne d'autre ne peut la recevoir à votre place. Personne d'autre ne peut l'interpréter pour vous. Personne d'autre ne peut décider de ce que vous allez en faire. Mais vous pouvez choisir de l'écouter. Vous méritez un travail qui vous nourrit plutôt qu'un travail qui vous épuise. Vous méritez de vous lever le matin avec de l'énergie, de l'enthousiasme et de l'envie. Vous méritez de rentrer chez vous le soir avec le sentiment d'avoir contribué à quelque chose qui a du sens pour vous. Vous méritez que vos talents s'expriment, que votre créativité trouve un terrain de jeu, que votre intelligence soit stimulée, que vos valeurs soient respectées. Vous méritez d'être fier de ce que vous faites, d'avoir envie d'en parler à vos proches, de sentir que votre travail fait partie de qui vous êtes, au lieu d'être en contradiction avec qui vous êtes. Ce ne sont pas des privilèges réservés à quelques élus, c'est juste normal. C'est ce à quoi nous devrions tous avoir droit. Et si vous en êtes loin aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez mal choisi, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de chance, c'est peut-être simplement parce que vous n'avez pas encore pris le temps d'écouter vraiment ce que votre cœur essaie de vous dire. Alors voici mon invitation, une invitation douce, sans pression, sans ultimatum. Commencez par écouter, juste écoutez. Accordez-vous ces 10 minutes par jour dont je vous parlais. Ces 10 minutes pour faire le point avec vous-même, pour accueillir ce que vous ressentez, pour investiguer ce qui vous fait souffrir, pour honorer cette souffrance comme une information précieuse, pour explorer doucement les possibles. Ne vous mettez pas la pression de tout changer du jour au lendemain. Ne vous culpabilisez pas si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action immédiatement. Ne vous jugez pas si vous avez peur. Commencez juste par écouter. Le reste viendra naturellement. Parce que quand vous commencez vraiment à écouter vos signaux, quand vous arrêtez de les ignorer ou de les minimiser, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à voir des opportunités que vous ne voyiez pas avant. Vous commencez à avoir des idées que vous n'aviez jamais eues. Vous commencez à rencontrer des personnes qui peuvent vous aider. Vous commencez à découvrir des ressources que vous ne soupçonniez pas. L'écoute de soi, c'est le tout premier pas vers tout les autres pas. C'est la graine de tous les changements. C'est le début de toutes les transformations. Et qui sait, peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, vous repenserez à cet épisode comme au moment où tout a commencé à changer. Le moment où vous avez décidé d'arrêter de subir votre vie professionnelle pour commencer à la créer. En attendant, soyez doux avec vous-même. Vous êtes déjà sur le chemin. Le fait d'écouter cet épisode jusqu'au bout, c'est déjà un acte d'écoute de vous-même. C'est déjà prendre au sérieux votre besoin de changement. Alors félicitez-vous et continuez.
Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question et j'aimerais vraiment que vous y répondiez. Pas forcément maintenant, pas forcément publiquement, mais quelque part, d'une façon ou d'une autre. Quel signal votre corps ou votre cœur vous envoie-t-il le plus souvent en ce moment? Est-ce cette fatigue du matin, cette boule au ventre du dimanche soir, cette irritabilité qui grandit, cette sensation de vide, cette envie d'ailleurs qui devient de plus en plus forte? Identifiez-le, nommez-le et si vous vous sentez à l'aise, partagez-le en commentaire sous cet épisode parce que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Parfois, juste le fait de nommer ce qu'on ressent, de le partager avec d'autres qui vivent la même chose, c'est déjà le début du changement. C'est déjà sortir de l'isolement, c'est déjà transformer sa souffrance individuelle en prise de conscience collective. Et si vous ne vous sentez pas prêt à partager publiquement, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous sachiez, que vous ayez identifié votre signal principal, que vous ayez commencé à l'écouter. Si cet épisode a résonné avec vous, s'il vous a fait du bien, s'il vous a donné envie de commencer à écouter vos signaux différemment, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire pour nous le faire savoir. Et surtout, partagez-le autour de vous, parce que nous sommes des millions à vivre cette expérience du mal-être au travail. Et nous méritons tous de savoir que nos signaux ont quelque chose d'important à nous dire. Alors, merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de la reconversion.